C'est un livre pour les Américains, la Virginia Press. En fait, c'est pour l'Université de Virginie. Il y a quelques années, en 2002, après les Twin Towers du 11 septembre, j'avais fait une série de conférences qu'on appelle les Page Barber Lectures, une série de 4 conférences, quoi, qui se fait tous les ans, qui est distinguée, comme on dit. Et donc, ils voulaient que je les publie, comme on fait souvent, quoi, en un petit livre. Bon, donc je leur ai proposé d'ajouter 2-3 textes pour compléter, quoi, et de faire une introduction. Bon, j'ai mis en panne tout ça pour terminer Métamorphose de la parenté, parce que je ne pouvais pas m'arrêter Et j'ai repris le collier. L'année dernière, j'ai fait cette introduction, mais cette introduction a fait 80 pages, donc c'était plus une introduction. Et par ailleurs, j'ai écrit aussitôt après avoir fini mon livre Métamorphose de la parenté, j'ai eu une sorte de furie, de rage peut-être. Et donc, ce que j'ai écrit, au bout du compte, quand j'ai tout relu, et j'ai fait relire par Bétourné, mon copain là qui dirige Fayard, il y avait des défauts de composition, de structure. Pas les idées, mais la composition. Donc ce qui fait que j'ai abandonné le bouquin complètement. Cette introduction, je l'ai cassée en morceaux, quoi. Et j'ai décidé d'en réécrire une plus courte, peut-être mieux construite, et de faire que le manuscrit que j'ai cassé, j'en fasse un livre pour les Français, pour d'autres, mais un livre un peu plus développé que 100 pages ou 80 pages, quoi. Que ça devienne un livre. Bon. Donc ce que je voulais faire pour les Américains, c'est, pourquoi je dis rage, parce que je ne supporte plus maintenant de lire les attaques permanentes contre l'anthropologie, contre les anthropologues, contre l'Occident, c'est-à-dire que quand vous lisez les postmodernes américains, pas tous, mais la grande partie, les anthropologues n'ont fait que de la merde, c'était des suppôts du colonialisme, il n'y a pas de vérité objective de toute façon, donc c'est des fictions inventées par les anthropologues avec leurs informateurs, c'est prendre les informateurs pour des cons, d'ailleurs pas seulement les blancs. Et je trouve que le monde d'aujourd'hui est tel qu'il faut de la responsabilité quand on écrit, quand on réfléchit, quand on analyse l'altérité, l'autre et soi-même. Donc c'est ça la rage. Et mon prochain livre, ça sera sur ça, sur l'anthropologie et les sciences sociales ne sont pas mortes, elles ne sont ni à l'agonie, mais en pleine reconstruction. Donc je pense que la situation actuelle, je comprends les critiques qui ont été adressées, hein, le colonialisme, la présence des anthropologues souvent dans des régions qui étaient dominées administrativement et politiquement, militairement par des Européens. Bon, enfin, il y a déjà 30 ans que tous les empires coloniaux sont décomposés et ont disparu. Donc je me suis intéressé à plusieurs choses. Dans quel monde on est et dans quel monde on travaille, et on va travailler pour longtemps. Donc la première grande transformation, ça a été, après la guerre, la décolonisation. Ça, c'est fondamental. Les peuples se sont décolonisés. La situation d'anthropologue n'était plus celle de quelqu'un entouré d'autres Européens qui représentaient des pouvoirs. Ça ne veut pas dire que les peuples indépendants étaient vraiment indépendants, hein. Ils l'étaient politiquement et en partie culturellement. Économiquement, certainement pas. Nouvelle dépendance économique, bon. Grande transformation envers 80, fini la décolonisation. 80, c'est en même temps la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, c'est plus simplement un problème de décolonisation, parce que c'est un pays communiste. Donc c'est la lutte Est-Ouest, là, tout à fait, sur un point précis, quoi, Corée, Vietnam. Donc on est déjà dans un autre monde. 89, 10 ans plus tard, alors 80, c'est le grand mouvement américain féministe
anti-guerre du Vietnam entre 70 et 80, structuralisme et marxisme très important, importé de France. 90-89, c'est la chute du mur. C'est la décomposition des empires, cette fois-ci, non pas coloniaux, mais de l'empire soviétique. Et pendant 10 ans, alors, 90 à 2000, certains comme Fukuyama disent c'est la fin de l'histoire. Ça ne veut pas dire la fin de l'histoire, ça veut dire il n'y a pas d'autre alternative pour la vie sociale que le capitalisme et la démocratie parlementaire. La fin de l'histoire est touchée. On ne fera que répéter ce système à l'infini. Et 2001, Twin Towers. Un acte terroriste de dénonciation de l'Occident chrétien, juif, exploiteur des peuples musulmans. C'est fini, quoi. La fin de l'histoire était déjà terminée. Et à nouveau, le monde se redivise en axe du bien, axe du mal, etc. Mais, donc c'est là dans quel monde on est. Le monde d'aujourd'hui, c'est le produit de la décolonisation, de la disparition ensuite du régime communiste en Europe centrale, orientale, et les trois systèmes communistes qui restent, Corée, Chine et Vietnam, sont paradoxalement, sauf pour la Corée, de plus en plus intégrés dans l'économie capitaliste. Donc, premier mouvement dans lequel on est aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la globalisation. Premier mouvement, et c'est ceci. Il n'y a pas une petite société, grande, petite, qui ne puisse se reproduire matériellement sans s'intégrer tous les jours davantage dans le marché capitaliste. C'est fini. Enfin, c'est vrai. C'est la première fois au monde, depuis l'histoire humaine, qu'il y a un seul système économique et qui régule les productions, les consommations, les distributions. Donc avec les inégalités du capitalisme. Mais il y a un mouvement inverse qui est produit aussi par la même et qui est complémentaire. Donc on oublie tout à fait que la globalisation, c'est d'un côté l'intégration généralisée sur le plan économique et de l'autre côté, c'est la désintégration politique. Tchéquie se sépare de la Slovaquie, demain ce sera l'Ukraine, etc. Tout ça va... Bon, c'est-à-dire paradoxalement, sur le plan politique et sur le plan culturel, c'est des revendications d'identité. Au moment où les États sont traversés par la même économie globale, se multiplient les États, nations, en formation. Tu vois, tout ça, c'est les premières générations d'États, c'était les États post-coloniaux, qui étaient des réalités abstraites complètement, créées, découpage par les Européens de l'Afrique, de l'Asie, alors qu'il n'y avait jamais eu de Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu Nigeria, ça n'a jamais existé, il n'y avait pas d'Indonésie, ça n'existait pas. D'un seul coup, il y a des tas de pays qui sont des nations en formation. Puis avec la vague de la décomposition communiste, c'est la Tchéquie qui se sépare de la Slovaquie, tout en sachant que du point de vue économique, ça va être difficile. Mais c'est des revendications de plus en plus d'identité nationale et d'ethnicité. Donc le monde est actuellement de plus en plus fragmenté politiquement, culturellement, par des batailles d'identité, quoi. Avec des purifications ethniques parfois, et pas seulement donc des mélanges hybrides, mais des purifications. Bon. Donc c'est dans ce monde-là que les anthropologues travaillent déjà et vont travailler. Alors si tu as un anthropologue qui ignore l'histoire, si tu as un anthropologue qui ignore que la colonisation a produit des résistances et que Al-Qaïda est une des formes de résistance, il y en a eu pendant des siècles, des révoltes contre les Occidentaux, bouc émissaire souvent, parce que sur place il y avait des potentats locaux quand même, non? Ça avait des dictateurs, il y avait des rois, tout ça. C'était pas la démocratie, hein. Avant l'arrivée des Blancs, c'était nulle part la démocratie non plus. Bon. Si on connaît pas, si on fait pas, donc si on n'a pas de recul historique, si on ne sait pas que tout le local est intégré dans du global,
qu'en même temps le local revendique des identités ethniques avec des réinventions de l'histoire. Beaucoup d'anthropologues, quand ils ont vu, après l'indépendance, les sociétés inventer leur histoire, alors qu'ils avaient recueilli les traditions, et ils voyaient des leaders nationalistes inventer des généalogies qui étaient fictives, mais bon, elles étaient politiques. On n'a pas à choisir là, ce que font les gens. Hein. Ils font ça parce qu'ils affirment une identité par des moyens qui sont comme tout le monde. La France, c'est quoi? C'est l'unité des francs avec quoi? Les Gaulois, voilà, tout ça, c'est des reconstructions historiques qui servent d'ailleurs politiquement. Donc c'est ça le monde dans lequel on vit et on va vivre, et ça implique des responsabilités énormes de la part des anthropologues. C'est pas justement le contraire de ceux qui disent que l'anthropologie est impossible, que connaître l'autre et l'altérité de l'autre est impensable. Bon, c'est faux. C'est faux parce que il y a deux conditions qui permettent les sciences sociales, mais pas seulement les sciences sociales, la communication humaine. L'altérité de l'autre n'est pas absolue mais relative. Un Africain, c'est pas un être absolument différent d'un Indonésien. C'est pas vrai. Et les différences sont relatives. Deuxième condition que connaissent bien les voyageurs et les commerçants et tout, ce que les hommes ont inventé, c'était mieux pour s'expliquer leur histoire, pour agir sur eux-mêmes et sur le monde. D'autres gens, d'autres humains peuvent le comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire qu'on s'identifie et qu'on agit selon les mêmes principes qu'on a compris. Mais on peut comprendre le bouddhisme, on peut comprendre le marxisme sans s'identifier avec le marxisme et agir en marxiste. Donc ces deux principes que connaissent bien les voyageurs, les commerçants et tout, qu'on peut comprendre sans s'identifier, et que c'est mieux de comprendre pour communiquer, ça n'est pas des conditions propres aux sciences sociales, mais c'est des conditions, des préconditions pour que les sciences sociales existent. Maintenant, les sciences sociales, c'est pas des conversations au coin du feu. Et c'est là qu'il y a un recul formidable de l'anthropologie américaine, quoi. Et seulement l'anthropologie américaine, comme c'est en anglais, elle est lue par des Iraniens, par des Coréens qui deviennent postmodernistes, alors que c'est un recul complet de l'analyse et de la puissance analytique des sciences sociales. Parce que c'est en anglais, ils lisent pas le français, ils lisent pas l'espagnol, ils lisent pas l'allemand et tout. Donc l'impérialisme linguistique, ça compte, hein, pour aussi bien diffuser les bonnes idées que les mauvaises. Alors ce qui se passe, c'est ça, c'est que l'observation participante, c'est, paraît-il, la méthode des anthropologues. Il fallait mettre en question ça. Et dans les postmodernes, c'était mieux, il y a beaucoup d'éléments de critique qu'il faut suivre. Elles ne sont pas nées, ces critiques, avec eux, mais ils les ont reprises et amplifiées. Et par exemple, la chute du mur, c'est aussi une mise en cause du marxisme qui prophétisait qu'après le capitalisme, ce serait le socialisme, etc. Donc c'était mieux, c'est ce que Lyotard avait appelé la condition postmoderne. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui est venu postmoderne? Ça veut dire que les méta-récits, les grands récits, qui expliquent toute l'histoire, avec une cause, l'économie ou la religion, comme du monde, n'importe. Ces grands récits, les méta-récits, c'est fini. Donc toutes les sciences sociales se développeront et toutes les connaissances, c'est mieux, sans que l'on puisse tenter par une explication de tout expliquer. C'est fini ça. C'est un progrès. C'est pas eux qui l'ont fait, les postmodernes, mais c'est le produit du contexte politique et historique d'effondrement d'un système presque mondial. Le système socialiste était la moitié du monde. Hein. En 60 ans, disparaît de l'histoire. Forcément, il y a quelques liens avec les idées qu'il développait quand même, ces hypothèses. Donc, on est dans une situation de crise, mais une situation qui est, pour moi, positive. C'est-à-dire, elle mène à la déconstruction
à la disparition de pseudo-évidences, la déconstruction de théories et à leur reconstruction. Alors que pour les postmodernistes, c'était mieux, pour beaucoup d'entre eux, déconstruction signifie disparition. Il n'y a plus de sciences sociales. Il y a des discours poétiques dans lesquels tu fais une évocation de l'autre. Évoquer l'autre. Ben, va-t'en évoquer Ben Laden, tiens. Va-t'en évoquer le wahhabisme, dont on sait très bien quand est-ce qu'il apparaît, 1642, qui se diffuse seulement dans un petit pays, encore au cœur de l'Arabie, qui s'appelait, donc ancêtre de M. Mohammed Ben Saoud. Et c'est seulement au XXe siècle qu'on voit une Arabie saoudite, ça n'existait pas avant. Mais on sait ensuite que le lien entre la famille Ben Wahhab et Saoud, ça fait l'Arabie saoudite, wahhabite. Et on sait que 15 des terroristes sur les 19 des Twin Towers étaient saoudiens ou wahhabites. Donc on connaît quelques éléments de prise sur le réel, d'efficacité analytique. Et ce n'est pas donc un mystère. Et c'est tout à fait normal de voir des formes de résistance violentes contre l'Occident et contre les alliés de l'Occident, puisque les frères musulmans, c'était 1922, avant la décomposition coloniale, les frères musulmans en Égypte, c'était contre l'Occident. Hein, c'était évidemment une forme de résistance. Ils ont été écrasés dans le sang par le Baas en Syrie, ils ont été expulsés d'Égypte et se sont retrouvés instituteurs justement en Arabie Saoudite, l'allié des Américains. Alors, si tu ne sais pas l'histoire, si tu ne connais pas l'anthropologie non plus sur le terrain, les divisions tribales, je crois que tu as du mal à comprendre ce qui se passe en Irak maintenant, chiites, sunnites, les confédérations tribales. Il faut rassembler 200 chefs de tribus en Afghanistan pour régler un mini-problème. Bon, alors donc les tribus existent, c'est pas une invention d'Occident. Ils ont un poids social, c'est pas une invention d'Occident. Il faut négocier même avec eux, chacune d'entre eux. Donc toutes ces attitudes démagogiques et hyper critiques sont des obstacles à la compréhension du monde aujourd'hui, qui est un monde complexe et conflictuel et qui va le rester pendant longtemps. Donc double mouvement, d'un côté un mouvement d'intégration dans une économie de marché avec la monétarisation des rapports sociaux. Dans tous les pays, ça fait déjà 100 ans que là où il y avait une dot, on paye en dollars pour une femme ou en Toyota. Donc les vieux rapports se monétarisent, ça ne veut pas dire que c'est l'économie marchande, ça. C'est des rapports qui étaient non marchands qui se monétarisent parce qu'il y a un développement maintenant de l'économie marchande. C'est pas pareil du tout. Confusion dans la tête des journalistes. On ne vend pas une femme. Avant, on l'échangeait contre autre chose. Maintenant, c'est l'argent parce que c'est un substitut de la richesse, c'est tout. Dans ce monde, qu'est-ce que faisait un anthropologue ? C'est là qu'il faut revenir au métier d'anthropologue. Ce n'est pas le métier d'historien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une société ? On ne peut pas faire plus de 100 ans d'histoire. C'était mieux si tu prends une vieille qui a 60 ans et qu'elle parle, 70 ans, qu'elle parle de sa grand-mère, ça fait 100 ans d'histoire. Donc, les anthropologues, ils travaillent sur une durée de 100 ans d'histoire. Avant, au-delà, c'est de l'histoire orale qu'on vous raconte, ou de l'histoire écrite s'il y a des archives à vérifier. Alors, j'ai cru longtemps aussi à l'observation participante. C'est la clé des anthropologues. Aller sur le terrain. Sans terrain, pas d'anthropologue, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'observation participante ? Donc, à la fin de ma carrière, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que j'avais fait en pratique sur le terrain. Qu'est-ce que ça voulait dire observation participante ? Et pour répondre justement aux postmodernistes qui disent qu'un anthropologue n'a aucune autorité, qu'un responsable politique local, il a autant d'autorité de parler sur sa société que n'importe qui, mais en tout cas, il n'y a pas d'autorité particulière des anthropologues. Ça, c'est très dangereux, c'est très grave, je veux dire, parce que là, on ne sert à rien. On a été payé par notre société pour aller dans une autre société, pour ne rien faire d'intéressant, d'utile,
Donc on est dans une situation aux États-Unis actuellement de décomposition de l'Occident, hein, décomposition intellectuelle de l'Occident. Pas pour la technologie, hein, pas pour la biomoléculaire, pour faire des drones. La haute technologie américaine et européenne, tout ça c'est bien. Mais on a une décomposition dans l'analyse de l'autre et de soi-même. Hein. Bon. Un recul du rationalisme analytique, quoi, au fond. Les Français, on a été en partie responsables par l'exportation de Derrida, de Foucault et de ce que ça a donné la French Theory aux États-Unis, ce mélange, cette soupe intellectuelle incroyable, ce mélange des contraires, là. Bon, passons là-dessus. Parce que les Français, il faut voir aussi qu'ils ont exporté Marx, Althusser et Lévi-Strauss, puis ensuite Foucault, Deleuze, Guattari, et que ce qui est le plus cité aux États-Unis, c'est les Français. Mais en anthropologie, c'est pas des anthropologues français, c'est fini. Lévi-Strauss a disparu. Ce qu'on cite, c'est des philosophes français qui ont pris la place des anthropologues dans le métier. Tu vois, c'est très intéressant. Il faut connaître tout ça. Alors, pour arriver à l'observation participante, tu vas sur le terrain. En général, tu n'es pas invité pour aller chez les autres. Il faut le savoir. Maintenant, dans les pays indépendants, il faut demander un visa de recherche. Et c'est très bien. Ensuite, il faut, et ce que j'ai fait, moi, sans qu'on me le demande, laisser le double de tes notes dans le pays. Si tu fais des films, donner des copies, etc. Maintenant, revenons au cœur du métier. Qu'est-ce que tu passes? Alors, c'est là qu'il faut discuter. Le métier d'anthropologue, c'est pas les conversations au coin du feu. Bien entendu, il faut se faire des amis qui t'acceptent, que tu vas emmerder parce que tu comprends pas la langue au départ. Et tu te fais traduire, tu te fais expliquer ce que tu vois. Des rituels, c'est pas évident. Hein, c'est pas. Même une formule de mariage, pourquoi cette femme, pourquoi cet homme. Donc, voilà. Premièrement, donc on ne peut pas travailler sans un cercle de gens qui sont vos informateurs. Mais c'est pas le hasard qui fait des informations. Tous les jours, il y a des événements qui se passent sur le terrain. Il y a un divorce, il y a une naissance, tout ça. Des phénomènes tout à fait normaux dans toutes les sociétés. Il y a ce genre d'événements exceptionnels qui sont en fait répétitifs. Il y a des enfants qui naissent, des gens qui meurent. Donc même les anthropologues qui réfléchissent sur l'événement, ils doivent voir que l'on peut observer l'événement plusieurs fois sur le terrain. Bon, le hasard fait ça. C'est la vie, quoi. Mais enfin, ça suffit pas. Là où les anthropologues américains ont commencé à faillir, à s'effondrer, des gens comme moi, c'est des enquêtes systématiques. D'abord, c'est pas une visite de 3 mois sur le terrain, moi c'est 6 ans sur 20 ans, donc on a le temps de comprendre un petit peu, quoi. Et deuxièmement, on comprend pas parce qu'on était seulement avec les mêmes. Mais on fait des enquêtes systématiques, village après village, maison après maison. On relève toutes les généalogies, on les vérifie, elles sont contradictoires, mais il ne faut pas chasser les contradictions, c'est les gens qui disent des choses contradictoires, etc. Ce qui est un renseignement direct sur la société. Tu fais ensuite les rituels, tu les observes, tu participes, tu reviens avec les gens, tu te fais expliquer, tu as des caméras, etc. C'est pas la vie des gens. C'est là qu'il faut revenir sur cette illusion des anthropologues qui, comme moi, avaient à la bouche observation participante. On participe à quoi? C'est là qu'il faut dire la vérité aux anthropologues. Participer à quoi? Saladin Anglus, elle a participé à quoi? Plusieurs fois, c'était un bon chasseur, il a été chassé. Un bon tireur, il a été tiré. Des phoques, pour savoir comment on tue les phoques. Donc, pendant plusieurs fois, il a contribué à la bouffe des autres et à la sienne. Mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Donc, quelle est la grande différence entre un anthropologue et les gens avec lesquels il vit pendant des années? C'est que les connaissances pour tuer un phoque, faire un igloo, n'importe quoi pour moi, dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Les connaissances pour les gens, c'est des connaissances pour créer leurs conditions concrètes d'existence, quotidiennement.
Jamais un anthropologue. Tu me diras un anthropologue qui a créé les conditions d'existence concrètes sur le terrain. Les connaissances qu'il accumule sont comme les autres. S'il est bon observateur et bien éduqué par les autres qui deviennent ses professeurs, il va savoir tuer un phoque, repérer la neige, tout ça. Mais ces connaissances ne lui servent pas à créer ces conditions d'existence. C'est ça que oublient complètement les anthropologues, qu'ils soient postmodernistes ou pas, les uns parce qu'ils se font des illusions sur eux-mêmes, et les autres parce qu'ils ne vont plus sur le terrain. Et du fait que tu ne fais pas toi-même ta chasse, ils te critiquent parce que tu n'es pas le native. Ben non, tu ne seras jamais un native. Les anthropologues qui sont devenus des natives, ça existe, ils ne reviennent plus en France. Parce que quand tu passes de l'autre côté, tu épouses une femme, tu élèves des enfants, tu vis comme les autres. Et vivre comme les autres, c'est pas venir 3 mois, c'est se reproduire dans la société comme les autres. Et ça, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut chasser, il faut... Aucun anthropologue, soyons sérieux, quoi, c'est pas vrai. Donc, grande illusion des anthropologues sur eux-mêmes. Mais en même temps, pas d'illusion, parce que notre boulot, c'est pas de s'identifier dans la vie concrète avec les autres. C'est de comprendre la logique de leurs actions, la nature de leur rapport quand ils se marient. Pourquoi c'est cette femme? Ah, c'est une cousine, on découvre que c'est la cousine croisée. Ah, on découvre que c'est la règle dans cette société. Donc, les vieux trucs, l'approche structurale, la nature des rapports sociaux, la position des individus dans leurs rapports, les intérêts qu'ils ont dans une stratégie, tout ça, on le sait. Il ne faut pas vraiment... Et on le pratique. Et ça, c'est de l'objectivité. Il y a des noyaux de connaissances objectives. Donc c'est mieux quand tu regardes vraiment sérieusement la position d'un anthropologue sur le terrain, c'est un lieu totalement concret et totalement abstrait. Totalement concret parce qu'il est là, il faut qu'il bouffe tous les jours, qu'il se couche quelque part, et en même temps totalement abstrait parce qu'il ne produit pas ces conditions d'existence concrètes. Il est dans cette société sans y être totalement. Il n'est plus dans sa société et il est encore dans sa société parce qu'il est parti d'elle et il va y retourner. Si tu vois la notion de ce lieu, personne ne l'a jamais développé comme ça, c'est un lieu à la fois abstrait et concret, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu d'observation et d'accumulation de connaissances, de construction de connaissances. Donc c'était mieux. Un anthropologue doit ajouter à son moi social, moi Godelier, sorti d'une famille de Cambrai, des petites gens, un moi social. Ensuite, normalien, c'est un moi social. Le moi intime, je t'en parle pas, les rencontres de ma vie pour la souffrance et le bonheur, c'est encore un autre moi, ça. Ça aide. Le moi intime de chacun aide parce que ça crée la sensibilité à l'autre. Hein. Mais pour être anthropologue, c'est ni ton moi social, ni ton moi intime, c'est encore là la grande, c'est le moi cognitif, que tu construis comme un autre moi supplémentaire. Tu dois aller à l'université si c'est là que tu apprends des choses, ou tu peux apprendre ailleurs d'ailleurs, et donc tu dois te soumettre, tu dois construire avec une culture pour apprendre à faire son métier d'anthropologue, tu dois arriver avec des idées théoriques que tu dois abandonner si elles ne sont pas vérifiées, il faut avoir cette auto-réflexivité, tout ça. Donc le moi cognitif, c'est un moi qui n'est pas le moi des indigènes, et c'est pas le moi des Français. Les Français ne vont pas tous passer leur temps à comprendre un Africain dans la rue, puis à voir qu'il se marie parce qu'il est, je ne sais quoi, sénégalais, il est patrilinéaire, mais s'il est de Bantou, il va être matrilinéaire. Qu'est-ce que les Français, ils en ont à foutre de ça? Pour devenir anthropologue, c'est un choix dans la vie. Hein. C'est un métier. Peut-être une passion même. Et tu dois te construire un moi différent que tu ne demandes pas aux autres de construire. C'est le moi cognitif. Alors, tu peux le construire en allant à l'université, par d'autres moyens. Mais de toute façon, ça implique que tu pars avec un stock de théories, des concepts, des méthodes que tu as apprises,
et qui sont purement abstraites parce que tu ne les avais pas mises en pratique. C'est sur le terrain ensuite que tu dois les mettre en pratique. Et c'est là que la richesse des faits, la complexité, et la méthode pour les analyser fait que soit tu abandonnes des concepts, soit tu révises des théories, etc. Donc c'était mieux, moi cognitif, et lieu particulier que représente le terrain. Le terrain, c'est un lieu qui est abstrait et concret. Tu n'es plus dans ta société, mais tu vas y retourner. Donc tu es toujours dans ta société. Tu es même sorti comme anthropologue de ta société, français, américain. Tu es dans une autre société, mais sans l'être complètement, parce que tu ne produis pas tes conditions concrètes d'existence. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais, c'est de la merde, et que ce que tu as observé par une enquête systématique, enquête sur la propriété du sol, puis ensuite enquête sur les généalogies, enquête sur l'habitat, qui habite avec qui, connaissance des plantes, connaissance des animaux, chasse, technique de chasse, tu accumules. C'est pas forcément que un tissu de fiction. Donc quand les Américains comme Marcus, qui est un homme brillant, dit que l'anthropologie a été le produit d'une double complicité d'un anthropologue et d'un informateur pour produire un récit fictif, je m'excuse, c'est scandaleux. Scandaleux. Par ailleurs, une preuve que ça a une certaine rationalité scientifique, l'anthropologie, comme l'histoire, c'est que c'est cumulatif. Je vais t'expliquer pourquoi. Malinowski arrive 1910 ou 14, en tout cas, il est obligé, comme ressortissant autrichien, de rester consigné aux îles Trobriand, tant que la guerre n'est pas finie. Bon, il gêne personne, mais vous êtes autrichien, puisqu'à l'époque, la Pologne, je ne sais pas, il avait fait des études à Vienne et se retrouvait, bon, ça, bon, très bien. Donc, guerre entre l'Allemagne, l'Autriche et tout ça, la Première Guerre mondiale. Il fait le premier livre, quoi, le premier livre dans lequel il décrit son terrain, etc. C'est ça, les Argonautes du Pacifique Sud, le Kula. Le Kula, il le décrit. Ça frappe, Mauss en fait l'essai sur le don. Avec des limites, d'ailleurs, il pose des questions à Malinowski qui ne lui répond pas, mais il ne pouvait pas lui répondre d'ailleurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, partent successivement Annette Weiner, Jerry Leach, Fred Damon, Nancy Moon. Tous ces gens américains s'en vont et se distribuent dans la région du Kula. Le Kula, c'est donc des échanges compétitifs d'objets précieux qui donnent du prestige à ceux qui les possèdent, et en tout cas qui les manipulent, parce qu'il faut les donner après les avoir reçus, etc. Passons là-dessus. Et ils se distribuent dans la région du Massim, Kiriwina, où était M. Malinowski. C'est une île où il y avait des chefs, ailleurs il n'y en a pas. Et ils se distribuent à Mouyouv, à d'autres. Et ils étudient d'autres points du Kula Ring, du grand cercle de centaines de kilomètres d'échanges d'objets entre les sociétés des îles. Et Annette Weiner découvre que Malinowski a mentionné deux concepts qui étaient fondamentaux sans être analysés. Kitoum, qu'est-ce que c'est qu'un Kitoum, et Keda, la route du Kula. Il n'avait pas développé ça. En découvrant ça et en développant ça, on rectifie Malinowski. On le complète, on le corrige, comme dans une science. Et par ailleurs, les gens qui se sont installés dans d'autres îles où il n'y avait pas de chefferie comme justement aux îles Trobriand, découvrent que les gens ordinaires peuvent se lancer dans cette compétition de prestige, et même des femmes qui donnent à leurs frères des objets précieux qui vont circuler par leurs frères sous leur nom de femmes. De sorte qu'on découvre, ce qu'ils ne savaient pas, que des femmes dans le grand cercle de Kula, sur des centaines de miles, pouvaient intervenir. Bon. Donc, 60 ans après, et aujourd'hui, le Kula continue à exister, sans Malinowski, bien entendu, qui est mort depuis longtemps, et on a fait deux découvertes. On a découvert par l'archéologie que 1000 ans avant M. Malinowski, déjà il y avait des formules. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que, après la légende et après l'archéologie, on a découvert que probablement les premiers objets précieux, c'était des ossements humains,
qu'on donnait entre les groupes qui se combattaient. On a substitué des échanges à la guerre, des échanges compétitifs mais pacifiques, à des échanges compétitifs mais pas pacifiques, etc. Donc archéologie fabuleux, un éclairage. Et ensuite, on découvre aujourd'hui que le premier Kulaman, celui qui a le plus de prestige sur des... c'est un blanc. Un blanc qui est devenu le plus prestigieux des Noirs. Pourquoi? Parce que, et ça s'explique tout à fait, le type pas con du tout, il a créé une petite entreprise pour polir de façon moderne, les coquillages et produire ainsi des objets de valeur, j'allais dire industriellement, à côté des objets anciens qui circulent toujours. Il en a jeté dedans, donc il a tellement de capacité d'obliger les autres qu'il est devenu le premier partenaire de tout le monde. Et c'est un blanc. On comprend tout à fait la logique. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça demande? Malinowski, 1914, Mauss, 1921, Annette Weiner, 1960, Fred Damon, tous ces gens-là. Il y a eu progrès dans la connaissance du Kula. Il existait avant les Blancs, il continue d'exister, mais maintenant il y a un Blanc qui est inscrit là-dedans, ce qui est les rapports globaux locaux. Bon. Donc, enquête systématique, c'est pas le coin du feu, bien qu'il faut savoir fumer sa cigarette tous les jours avec les gens, hein, et discuter parce que il y a un meurtre qui s'est fait. Tout de suite, tu es averti, tu es informé, parce que ça bouge autour de toi, donc tu vas faire ton enquête. Tu n'avais pas prévu de faire ça. Moi, j'ai combien de fois, une femme avait été tuée une demi-heure après que je l'avais interviewée. Je ne croyais pas. On me dit, Maurice, il y a un meurtre dans le village Yanniv. Je dis, j'en viens. Ah non, il y a un meurtre. Mais je dis, mais qui c'est? Ben, c'est la... Mais je dis, je viens de lui parler il y a un quart d'heure. Son mari, lui, tlouk, il l'avait tué. Donc je suis redescendu. Non, on est venu me chercher pour m'occuper du cadavre. Bon. Alors là, tu t'arrêtes de tout faire et tu t'occupes que de ça. Et tu apprends beaucoup. Quand tu as un assassinat, surtout qu'on m'a demandé de transporter le cadavre pour le ramener dans le clan, en pleine nuit, c'était plutôt compliqué. Bon, donc tu es impliqué là dans tout ça. Mais je suis pas... Et j'ai dû payer même. Parce que je me suis retrouvé, figure-toi, comme allié sans savoir commis d'aucun crime, mais j'étais un allié du clan du meurtrier. Ce qui fait que j'ai dû payer une compensation de $20 pour le meurtre de cette femme que je n'avais pas commis. Mais bon, j'étais pris dans le réseau, j'ai compris la nature des rapports. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu es dans des rapports et les gens comprennent leur place dans les rapports. Donc c'est pour ça que nous, on s'est analysé les rapports sociaux, la façon dont les gens en ont conscience, la façon dont ils ont conscience de la place qu'ils occupent dans ces rapports et des autres dans les mêmes rapports. Alors si tu n'es pas capable de faire des enquêtes systématiques, c'est pas avec 3 personnes et 3 familles que tu peux comprendre. Hein. Donc je te dis, il y a une qualité scientifique. Et en plus tu découvres... Enfin, moi je suis resté 7 ans dans la même tribu. C'est pas du journalisme, 3 mois, même pas, hein, c'est 7 ans. Donc... Et j'ai 2 fois fait la démographie de tout le monde. J'ai donc 2000 personnes vivantes et leurs ancêtres. Si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose sur la logique des gens, alors vraiment t'es un con, quoi. Hein. Et donc, il faut du temps pour rester. C'est pas des enquêtes rapides, c'est des enquêtes... Et en plus, quand tu fais des enquêtes systématiques, tu connais pas d'avance le résultat, parce qu'à un moment, elles vont se recouper. Et le recoupement, tu peux pas l'anticiper. Ça, c'est fort. C'est comme en physique et tout ça. Tu peux pas à un moment. Ça se recoupe, ça te fait voir des trucs que tu pouvais pas imaginer, quoi. Donc, il y a des noyaux de rationalité. Je dis pas que les sciences sociales sont d'un haut niveau de rationalité scientifique par rapport à la physique, etc. Mais on traite de réalités beaucoup plus complexes, peut-être, que les atomes. Les hommes et leur représentation d'eux-mêmes, ce qu'ils font avec leur représentation sur eux-mêmes et sur les autres et tout ça. Et donc, bon, c'est pas le moins intime des autres qu'on connaît. On n'est pas des psychanalystes. C'est la nature de leurs rapports sociaux. C'est ça que n'arrivent pas à comprendre les gens. On comprend la nature de leurs rapports et la logique qu'ils ont d'action sur eux-mêmes et sur les autres.
Alors tu ne peux pas te priver de ça dans un monde conflictuel qui est celui des talibans, etc. Tu ne peux pas. Je veux dire, l'idée que maintenant les sciences sociales sont condamnées à disparaître dans des vagues d'exception de l'altérité de l'autre, des cultural studies par exemple, c'est pas ça, quoi. Notre responsabilité est encore plus grande maintenant, ou aussi grande que du temps du colonialisme. Puisque le monde est global et que le local est traversé par le global et le global est localisé aussi. Donc c'est fini maintenant. Il faut travailler avec un niveau même de compétence et de force plus fort encore qu'avant. Alors donc la situation est une situation de transition. La crise qui est ouverte et les accusations, il ne faut pas s'émouvoir, mais il faut y répondre. Ces accusations, lorsqu'elles sont pointées vers des choses réelles, ne pas savoir qui t'a parlé, reconstituer les conditions du discours de l'autre, tout ça, tu fais pas bien ton métier, on a raison de le critiquer, ça, je suis d'accord avec ça. Mais on a une situation de crise qui est positive. C'est-à-dire que l'issue de là, c'est une reconstruction pour une efficacité analytique plus grande et une intervention plus forte. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam chiite, sunnite. On a vu les caricatures. 8 jours après les caricatures, les chiites ont vu leur mosquée du 9e siècle sacrée en or explosée par les sunnites. C'était bien plus grave qu'une caricature du prophète. Mais pour les sunnites, les chiites sont des traîtres. Si tu ne sais pas ça, comment tu interviens après? Tu comprends ces luttes, le sang qui coule, tu ne peux pas, quoi. Voilà. Alors quand tu arrives maintenant, tu retournes chez toi avec toutes tes notes. Les anthropologues américains disent, certains, tu vas écrire un roman, parce que ce que tu fais, c'est d'une écriture, et comme dit Derrida, il n'y a rien que du texte qui renvoie à d'autres textes, il n'y a pas de contexte. Le contexte, c'est déjà un texte. Qu'est-ce que c'est que ces plaisanteries? Il n'y a pas de référent extérieur au texte, il n'y a que de l'intertextualité. Alors Derrida a eu beaucoup de succès. Et il s'est coquiné avec un Belge qui est devenu américain, qui s'appelle Paul Demand, et qui dit qu'il n'y a pas de référent hors texte. Passons là-dessus, c'est des plaisanteries françaises, hein. Il y a une réalité hors du texte. Alors oui, non, mais c'est des textes, donc c'est des procédés rhétoriques. Godelier a utilisé des procédés rhétoriques pour faire comprendre les barouillards. Je dis oui, bien sûr, parce qu'il faut communiquer. Et si j'écris bien, je choisis mes mots, tu auras un sentiment d'empathie pour les barouillards. Je voudrais que tu l'aies, cette empathie. Mais c'est là que je réponds aussi à ces critiques des anthropologues. Critiques des anthropologues contre d'autres anthropologues. Si tu as des qualités littéraires, un type comme Lévi-Strauss a éminemment des qualités littéraires, mes livres, paraît-il, sont très bien écrits en français, bon. Et il y en a d'autres. Ça ne veut pas dire que mon texte est littéraire. Et il faut bien expliquer à ces messieurs qui nous font de la critique littéraire généralisée qu'un texte d'anthropologie, c'est pas un texte littéraire, même s'il a des qualités littéraires. Pourquoi? C'est très simple. Et ils ne veulent pas voir la chose simple. Qu'est-ce que c'est qu'un texte littéraire? C'est Shakespeare. Salut Shakespeare. Il invente Macbeth, Hamlet, ces personnages sont sortis entièrement de sa tête. Même s'il y a quelques références historiques, il les a recréées. Quand Shakespeare meurt, est-ce que tu peux compléter Shakespeare? Ce serait grotesque. Ce serait du pastiche. Pastiche de Claudel, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une réalité littéraire qui n'a pas de référent extérieur, puisque c'est construit dans la tête, c'est sorti de sa tête avec des qualités, et on ne peut pas compléter. Chez les anthropologues et les historiens, on peut compléter. De nouvelles archives, de nouveaux faits. Nouveaux faits, pour les anthropologues, nouvelles archives. Deuxièmement, nouveau paradigme pour expliquer les vieux faits, changement de paradigme. Aujourd'hui, on parle en Amérique, et c'est bien, j'ai fait 2 livres là-dessus, production du corps. Maintenant, c'est body, le corps, sexe, corps, homme, femme, on parle que de ça. Donc, on a choisi dans la réalité des morceaux, et maintenant on parle que de ça. Avant, c'était parenté. Maintenant, c'est body, sexe. Bon, très bien, ok. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, qu'on est con, et qu'on ne trouve pas des choses nouvelles à chaque fois. On change de paradigme, d'éclairage et tout ça. Donc, autre réponse, il faut avoir des qualités littéraires,
pour exposer et faire mais il faut pouvoir aussi donner toutes les preuves de ce que tu avances. C'est pas de la littérature que tu écris, c'est de la démonstration de quelque chose. Ces gens ont un système patrilinéaire qui fait que, etc. Tu dois le démontrer. Donc c'est pas un texte littéraire, c'est un texte dans lequel... Alors, les littéraires, moi je suis pas contre, au sens que Shakespeare nous apprend quelque chose. Sophocle nous apprend quelque chose. Donc moi je suis pas pour dire que les sciences sociales sont les seuls instruments de connaissance. Les grands poètes, les grands romanciers apprennent quelque chose sur l'homme, sur l'humanité. Ils l'apprennent avec leurs moyens, ils l'expriment avec leurs moyens. Ils ne font pas des enquêtes systématiques comme ça, maison par maison. Mais tu lis toujours Shakespeare, quoi. Mais tu réinterprètes sans cesse. Avec ce que tu es, toi, français ou n'importe quoi. Tandis que réinterpréter le coup là, c'est pas pareil que de réinterpréter Oedipe. Hein? Jusqu'à Freud, c'est Oedipe. Voilà, un type qui baise sa mère et tout, bon, sans le savoir en plus. Alors on peut projeter beaucoup de choses à chaque époque. Projeter sur le coup là, c'est pas pareil. C'est pour ça que moi je vais jusqu'au fond dans la discussion avec les Américains. Oui, des qualités littéraires. Oui, c'est un texte écrit. Oui, il faut des procédés rhétoriques. Oui, il y a des tropes, comme on dit, des figures. Ça n'en fait pas un texte littéraire. Et l'autorité du texte, ça va être l'autorité de sa construction, de sa démonstration et des faits analysés. Donc là, je me bats pour un rationalisme moderne, autocritique de soi-même, réflexif, s'appuyant sur des enquêtes systématiques dont on ne sait pas d'avance les résultats. Et quand ils sont confrontés, ces résultats, on découvre quelque chose qui est à plus qu'on n'avait même pas vu. Donc c'est vraiment le contraire. Et je pense que la situation actuelle de l'anthropologie, beaucoup veulent même plus discuter parce qu'ils ont peur. L'anthropologie attaquée par les Américains, les postmodernistes, par Foucault, etc. Donc ils se replient sur faire du terrain. Tu ne dois pas te replier sur faire... Tu fais du terrain et tu dois continuer le développement théorique. Car tu fournis des instruments d'analyse qui vont servir tout le temps. La vie ne va pas s'arrêter avec nous. Hein. Et les conflits dans lesquels on va s'engager vont être énormes. L'hégémonie américaine est déjà atteinte sur le plan politique. Ils ont perdu la guerre. L'hégémonie chinoise est en train de grandir. Le monde va se reconfigurer complètement. Si tu vois maintenant les anthropologues, j'étais en Turquie l'année dernière pour faire une enquête, si tu vas maintenant en Turquie, tu vas un petit peu plus loin là, hop, tu arrives en Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, qu'est-ce qu'il y a? Des Chinois et des Américains. C'est le lieu d'un conflit demain. Dans toutes les sociétés de Ouzbek, Tadjik et tout ça, tu as maintenant des dizaines et des milliers de Chinois. Et des experts américains. Donc tu vois l'enjeu que ça représente. C'est ça l'anthropologie de demain, c'est d'être là. C'est être là. Alors si tu ne sais pas l'ouzbek, si tu t'amuses à savoir que l'anglais, si tu ne travailles pas pendant des mois, si on te laisse voir les choses qu'on veut te cacher, etc. Donc tu vois que c'est comme ça. Donc on a un avenir devant nous qui est un avenir complexe et c'est pas le moment que l'anthropologie arrête son travail, tu vois. Donc c'est ça maintenant ma vision des choses. Sur tous ces points. Tous ces points. L'altérité de l'autre n'est pas absolue, elle est relative. Ce que les hommes ont inventé pour donner sens à leur vie, d'autres hommes peuvent le comprendre sans nécessairement s'y identifier, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Pourquoi je deviendrais quelque chose? Je ne pourrais jamais devenir un... Alors, est-ce qu'on doit connaître il y a 6 milliards 300 millions d'habitants, paraît-il maintenant, non? Paraît-il, on m'a dit ça, non? 1 milliard 300 millions de Chinois, plus d'1 milliard d'Hindous. Donc déjà, les 2 tiers de l'humanité, c'est dans 2 parties du monde. Et donc, j'ai voulu absolument, en quelques pages, faire une description du monde d'aujourd'hui, global, local, de reprendre ces grandes transformations, la disparition des empires coloniaux, 300 ans qui disparaissent,
le régime communiste, 60 ans d'un système nouveau qui apparaît et disparaît, ce qui est formidable dans l'histoire humaine. Et ensuite, alors que c'était la fin de l'histoire, boum, les Twin Towers. Et c'est pas terminé. Hein. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est normal. C'est tout à fait normal, les Twin Towers. Il y avait depuis des siècles des mouvements de résistance, d'opposition, des répressions, la modernisation que le Shah d'Iran avait fait à coups de trick, urbaniser sauvagement, les paysans jetés dehors, ça a traumatisé. Puis en plus, il s'en foutait dans la religion de son peuple. Le peuple, lui, il attend beaucoup des dieux, quoi, même, non? Ou de Dieu. Donc c'est normal que tu vois ces choses-là. À baptiser ça l'axe du bien et l'axe du mal, bon, c'est M. Bush et tout ça, le fondamentalisme chrétien, là. Donc on est vraiment devant une situation dans laquelle des phénomènes historiques très profonds apparaissent et réapparaissent tout le temps sous des formes nouvelles. La technologie nouvelle permet d'attaquer directement les Twin Towers. Je ne vois pas comment les Arabes, avec leurs chevaux au XVIIIe siècle, auraient fait autre chose. Non, c'est pas possible. Alors, donc on voit ça. Il ne faut pas s'en étonner, il faut les analyser. Et le métier d'anthropologue ne suffit pas. Un anthropologue ne peut pas... Alors c'est là aussi qu'on voit la complémentarité des sciences sociales. Tu ne peux pas comprendre le présent parce qu'une partie du présent, c'est du passé qui continue. Il faut connaître le passé. Le présent, ce n'est pas non plus que le passé. Bon. Donc un anthropologue et un historien, la main dans la main jusqu'à un certain point. Mais en même temps, voilà, les barouillards font du café maintenant. Ils n'ont aucune maîtrise du marché du café. Ils sont en concurrence. Le café de Nouvelle-Guinée, paraît-il, est très bon. Il est en concurrence avec le Brésil. Si toi, anthropologue, tu vois cette situation des barouillards face à leur café, tu dois connaître un peu d'économie quand même. Moi, je ne suis pas économiste. Donc, tu vois bien que pour analyser des phénomènes d'une complexité, y compris micro-locale et macro, tu es obligé de plusieurs sciences sociales. Et pour analyser un événement unique, et pourtant comme les Twin Towers, il faut savoir ce que c'est que le wahhabisme, il faut savoir la géopolitique du Proche-Orient, il faut connaître l'arabe, il faut connaître le Coran, il faut connaître la théologie chiite et sunnite. 12, 13 spécialistes sont nécessaires pour comprendre un phénomène aussi complexe. Si tu sais, on a trouvé dans les bagages, tu sais que sur 3 des terroristes, on a trouvé leur bagage qui était abandonné, enfin qui a été quelque part, quoi, à l'aéroport. Dans les 3, il y avait le même feuille de route. Qu'est-ce que vous faites quand le matin vous allez partir vous devez vous raser telle sourate à prononcer, telle sourate à ça. Quand vous allez couper la gorge d'un voyageur, et enfin à la mort, les dernières secondes. On les a. On a tout. Et on voit très bien qu'ils vivent comme non pas des terroristes, mais des martyrs de Dieu. Comme au Moyen-Âge, les types se précipitaient comme chrétiens contre musulmans, musulmans contre chrétiens, c'était au service de Dieu. Et tu as l'embrigadement mental, l'auto-hallucination. Dans une seconde, c'est la mort et on rencontre Dieu. Bon. Donc, tout ça, ça a été traduit maintenant par les Américains. On a tous les textes. Si les anthropologues ne lisent pas ça, c'est leur problème. Hein. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, non seulement, c'est pour ça que j'appelle ça anthropologie et sciences sociales. Il faut tout déconstruire pour reconstruire. Et une des déconstructions que j'ai faites qui m'a frappé depuis 10 ans que je me suis mis à travailler, c'est quand j'ai comparé 32 sociétés en voyant tous les textes, comment les gens se représentent, comment on fait un enfant. Tu vois, un truc précis. Un homme et une femme, comment ils font un enfant. On peut dire quand même en majeure partie de mon temps, c'était sur la parenté, les systèmes, les théories. 10 ans, c'est beaucoup pour faire cet énorme bouquin-là. Et donc, bon, je crois que j'ai résolu quelques problèmes théoriques qui étaient complexes, bon, passons. Mais surtout, si on veut aller à des choses plus importantes, générales. 2 découvertes que j'ai faites, pour moi, c'était surprenant pour moi. Je n'avais pas d'idée du tout que j'allais trouver ça. Première, en comparant 32 sociétés choisies partout, Afrique, Asie, Océanie. En regardant les matériaux des anthropologues sur un seul point,
comment ces gens, dans leur société, comment les Autre-Briand, etc., Tuitonga, tout ça, comment ils s'imaginent qu'on fait un enfant. Et quelle est la part du père et de la mère, de l'homme et de la femme. Bon. Société, patrie, matrie, les enfants appartiennent au père, pas à la mère, pas au père et tout. Tout ça, je connais. Et qu'est-ce que je trouve qui est commun, qui est partout, c'est qu'un homme et une femme, quand ils ont des rapports sexuels, la part du sperme parfois n'intervient même pas dans l'enfant, c'est pour nourrir le fœtus et tout ça. Mais finalement, ce qu'un homme et une femme font, c'est seulement un fœtus. Et jamais, dans aucune société, j'ai trouvé une théorie qui dise qu'on fait un enfant complet. Pourquoi ? L'enfant complet n'est pas fait seulement par l'homme et la femme. Et c'est les chrétiens, c'est évident. L'enfant complet sort du ventre de la femme parce que Dieu, chez les chrétiens, introduit une âme telle époque ou telle époque de la grossesse, sinon il n'est qu'un fœtus. C'est pour ça que tu ne peux pas avorter, ou que tu peux avorter, etc. Bon. Mais partout c'était pareil. Partout c'était. Soit un ancêtre s'est réincarné, soit il y a un esprit qui est intervenu avec Dieu, soit c'est le Dieu des chrétiens qui met une âme pour animer le fœtus. Donc un homme et une femme ne produisent pas l'âme. C'est comme ça. Ça fait 2000 ans de christianisme où chaque fois qu'il y a un enfant, Dieu continue la création et introduit une âme dans un fœtus. Donc qu'est-ce que font les hommes et les femmes ? Donc tu t'aperçois que l'enfant, partout, c'est une totalité. C'est pas seulement un rapport de parenté, comme disaient mes collègues et moi-même. Un homme et une femme, dans des rapports de parenté, sont devenus mari et femme, et donc ils ont des enfants dont après la propriété appartient soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. Bah, pas vrai. L'enfant est fait aussi par les dieux, ou par les ancêtres de l'un. Donc par des agents non visibles. Donc l'enfant qui naît, quand il naît, il est vu par ses parents, par des gens qui sont l'entourent, comme un être cosmique et social. Pas comme un produit de parents seulement, mais comme un être qui prend toute sa place dans le cosmos, si on peut dire, et dans la société. La société vue dans l'imaginaire des cosmologies, quoi. C'est formidable comme découverte. Voilà. Deuxième découverte, après, je ne parle pas sur les 186 sociétés qu'après que j'ai comparées. Pour tous les systèmes de parenté, bon, il y a des problèmes non résolus, bien sûr. Mais qu'est-ce que je découvre ? Je découvre que, alors que j'avais vécu dans une société sans État, sans classe, et ben oui, il n'y a que des clans, et apparemment j'étais tombé dans la société idéale que on appelle chez nous les kin-based society, les sociétés fondées sur la parenté. Après c'est autre chose avec les classes et les castes. Et quand j'ai repris tous mes matériaux, j'ai comparé ces sociétés, nulle part la parenté ne fait société, encore moins la famille. Ça ne suffit pas, ça n'est pas possible. La parenté ne peut pas unir tous les gens pour en faire une société. Donc, quand tu entends la famille, c'est le fondement de la société, c'est faux. Pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait des choses communes qui dépassent la famille. Des routes, des écoles, un portable, c'est pas la parenté, hein. C'est autre chose, quoi. Et donc, qu'est-ce qui fait une société ? Donc, je me retrouvais, après 10 ans de travail sur la parenté, sur le problème que la parenté n'est pas le fondement de la société. Il fait une partie de la société. D'abord, un fondement de la société, ça n'a aucun sens. C'était pour le Moyen-Âge, peut-être les philosophes. Tout est utile pour faire une société, mais faire une société qui s'appelle les Barouillas ou les Français, c'est ça la question. Qu'est-ce qui fait société comme une totalité ? Alors, moi, ancien marxiste, économie, mode de production, non. Le mode de production des Barouillas ne peut pas lier tous, par des rapports matériels et sociaux, tous les uns avec les autres pour faire une société. Je regarde toutes les généalogies. Non, la parenté ne lie pas tous les Barouillas les uns aux autres pour en faire une société. Alors, qu'est-ce qui faisait une société des Barouillas si l'économie ne faisait pas les rapports matériels économiques, matériels sociaux économiques, et la parenté, alors que c'était une société divisée en 15 clans. Donc je me suis interrogé, qu'est-ce qui fait société ? Et alors,
qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ce qui fait société, c'est que tous les gosses, tous les garçons du même âge sont initiés en même temps, toutes les filles. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous les Occidentaux, des rapports politico-religieux. Politico-religieux qui établissent la souveraineté des Barouillas sur un territoire. Souveraineté. Ce qui n'est pas l'économie. Quand tu as la souveraineté, après tu vas peut-être économiquement travailler en coopération ou individuellement pour s'approprier les choses de façon différente. Les modes de production, comme dirait Marx, sont différents. Mais la souveraineté est partagée par tous. Donc je me trouve devant un résultat fondamental qui attaque un présupposé du marxisme, ou de peut-être même Lévi-Strauss et beaucoup d'autres. L'économie n'est pas le fondement de la société, ne peut pas faire une société. Les parentés, les rapports de parenté ne peuvent pas faire une société. Donc je me retrouve devant des rapports politico-religieux, ce qu'on appelle comme ça, nous, à condition, non pas de la religion dans tous ses aspects, mais la religion qui apporte le moyen d'exercer et d'établir et de légitimer une souveraineté de groupes humains sur un territoire. Et un territoire qu'on défend quand même les armes à la main, hein, dont les frontières sont connues, sinon reconnues des voisins. Connues, mais pas reconnues nécessairement. Et après, tu regardes. Tu regardes dans la société d'aujourd'hui, l'économie déborde la France. L'économie française, elle est ouverte sur le monde entier, si elle n'avait pas des échanges avec le monde entier, enfin avec beaucoup de parties du monde. Mais qu'est-ce qui fait l'identité française? C'est pas l'économie française. C'est la souveraineté partagée et la citoyenneté reconnue sur un territoire, c'est tout. C'est tout. Alors, là-dedans, il y a de l'imaginaire. Dire que l'État représente le bien commun, que Jacques Chirac représente l'État, tout ça, c'est aussi imaginaire qu'un chef polynésien qui dit descendre de Tangaloa, le grand dieu du Panthéon, hein, que ça lui donne le droit de commander les hommes parce qu'il est descendant de Dieu. Hein. Alors d'où les anthropologues et les sciences sociales ont une portée critique fondamentale. Et c'est ça, hein, un autre aspect que... C'est pas la critique des postmodernistes qui disent qu'on ne peut pas connaître autrui, donc faisons de la poétique ou n'importe quoi. Ils disent ironisons sur le monde. Non, moi je fais pas d'ironie, tu sais, vraiment. Je sais me marrer, mais je fais pas d'ironie devant les rites. Et devant l'aliénation des hommes, dans leurs rites aussi, parce que les gens produisent des dieux et ils pensent que les dieux les ont produits. Hein. Bon, on sait ça. Et je ne vais pas revenir en arrière sur cette production des imaginaires et des réalités qui te dominent. Je ne vais pas revenir sur cette hypothèse qui a été faite par la philosophie des Lumières. Philosophie des Lumières, ni Dieu ni maître, hein, ni le roi pour m'imposer de penser, ni l'Église pour m'imposer de penser, ni la religion pour m'imposer. Il y avait une libération de la raison, disait-on. La raison devrait juger par elle-même, sans référence à des dieux et sans aller à la Bastille. Hein, n'oublie pas que la grande encyclopédie a été interdite pendant plusieurs années par le roi qui a dit, à Noukaz, il a arrêté la publication pendant 7 ans, 8 ans, car c'était une publication qui mettait en danger les fondements de la morale et la religion. Et Clément, le pape de l'époque, a pris une décision papale d'excommunier ceux qui achèteraient ou qui liraient l'encyclopédie. Alors, je crois que les Américains qui crachent sur la rationalité, parce que c'est évident, rationalisme des Lumières, c'est aussi colonisation. Civiliser les autres, c'était les coloniser. Et la science s'émancipait de la religion. Alors, pour les musulmans, c'est pas possible. La religion, c'est le fondement de l'État. Et en Occident, grâce à la Révolution française et avant,
Le politique, c'est complètement séparé du religieux. Une autonomie de l'homme pour commander, gouverner, se gouverner lui-même. C'est absolument refusé par la tradition musulmane. Le bouddhisme l'accepte. Alors, tu as un chrétien qui arrive devant un rituel barouillaz, c'est des superstitions. Non mais quoi, pourquoi pas les siennes? Donc déjà le travail critique se faisait. Les autres étaient critiquables. Mais la même critique s'applique à tous. C'est la production de réalités imaginaires auxquelles on se soumet. Alors là, c'est un grand problème. Maintenant, de plus en plus, mon prochain livre, il va y avoir une partie d'exploration sur l'imaginaire et le symbolique. Parce que c'était mieux, une partie des rapports sociaux ont des noyaux imaginaires constants. Alors, la confusion de l'imaginaire et du symbolique, elle est permanente. Les symboles. Mais quoi les symboles? Le baptême, chez les chrétiens, c'est quoi? C'est laver l'âme du péché. Si tu n'as pas cette théorie que l'âme est souillée immédiatement par le péché originaire, parce qu'en baisant les parents, sans le vouloir, ont transmis le péché d'Adam et Ève, mettre de l'eau sur un enfant, ça n'a pas de sens. Donc le symbole ne vit pas sans l'imaginaire. Voilà. Alors quand Lévi-Strauss a affirmé la primauté du symbolique sur l'imaginaire, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est la primauté de l'imaginaire sur le symbolique. Attention, les symboles, comme c'est vague et général, ça se recharge comme les batteries. La croix, la svastika, tu la trouves sur les tombes basques, et tu trouves la svastika chez les nazis. Bon, c'est pas la même, quoi. C'est le même symbole, c'est pas le même sens. Donc, les signes ont la possibilité de se recharger de sens. Un sens qui dépasse leur origine, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire la primauté du... Et c'est pas non plus la primauté de l'imaginaire. Donc je suis contre toutes ces théories de la primauté de l'imaginaire sur le symbolique, du symbolique sur l'imaginaire, comme disait Lévi-Strauss, et Lacan d'ailleurs. La primauté, c'est les enjeux réels. C'est ça le primat tout le temps. À travers les imaginaires, est-ce que tu as le droit d'occuper la Terre ou pas le droit? Ouais. Tu as le droit de contrôler la sexualité de ta femme ou pas? Ouais. Ou non? Donc les enjeux, c'est pas de l'imaginaire, et c'est pas seulement du symbolique, c'est des enjeux réels, sur des personnes réelles, dans des rapports réels. Donc moi, maintenant, de plus en plus, quand je lis, avec mon expérience, que j'entends parler de l'imaginaire symbolique et le réel, et que le réel, c'est la dernière roue du chariot de la réalité, non, les gars. À travers l'imaginaire, c'est toujours des enjeux réels qui sont en jeu. Alors, Foucault appelait ça, il n'avait pas tort, le pouvoir. Bon, moi je veux bien. Partout du pouvoir maintenant. L'infirmière a eu du pouvoir sur le malade. Je ne parle pas du médecin sur l'infirmière et le malade. Seulement, alors donc il n'y a plus de centre du pouvoir, disait Foucault. Ah, pas de centre du pouvoir, pas les classes sociales, pas l'État. Du pouvoir partout. Ok, c'était bien de trouver du pouvoir partout. Mais c'est Bush qui décide de la guerre. C'est pas Foucault. C'est Bush qui décide de la guerre en Irak. Alors, nos amis relativistes, hyper-relativistes, ont oublié la hiérarchie des rapports sociaux, la hiérarchie, le poids des structures et tout. Donc c'est le discours mou sur des réalités qui sont même plus perçues dans leur contenu, tu vois. C'est un peu un effondrement intellectuel, tu vois. Je te dis qu'il y a dans l'Occident une flagellation de l'Occident, une partie est tout à fait méritée. Mais j'ai pas entendu les Chinois s'auto-flageller. J'ai jamais vu un travail critique dans l'islam au XVIe, XVIIe, sur l'islam lui-même. Alors que l'Europe et l'Amérique, c'est constamment l'autocritique, la critique des idées, la moindre... Pourquoi parce qu'on a la liberté de penser, la liberté de travailler, la liberté d'écrire, la liberté de... On peut tout dire. On peut tout dire, on peut dire... Donc c'est un champ quand même qui ouvre la polémique, hein, c'est tout à fait vrai.
Et les pires ennemis de l'Occident sont des Occidentaux, il ne faut pas se faire d'illusions. D'abord, quand la Révolution française a existé, il y a eu les anti-révolutionnaires par cascade, que ça commence avec Chateaubriand et tout ça, qui est un génie. Il n'en reste pas moins que tous ces gens n'avalaient pas la Révolution française. Non. Donc l'Occident était divisé en lui-même, mais tout le temps. Alors donc, moi je suis pour... je trouve qu'il faut refaire aussi l'analyse de l'imaginaire et du symbolique. C'est un troisième grand chantier pour moi maintenant. Dans le prochain livre, il y aura un chapitre là-dessus. Que l'imaginaire et le symbolique, c'est tout à fait, c'est l'humain. Je ne vois pas les chimpanzés se construire un temple. On n'a pas encore vu ça. Bon. Même s'ils peuvent comprendre l'autre, pareil, c'est vrai. Ils ne construisent pas des objets symboliques, comme nous, une croix, par exemple. Et donc, tout ça, c'est un peu, il y a de la confusion théorique aussi. On confond le symbolique et l'imaginaire. On accorde des primats parce que, bon, bien sûr, la religion, c'est évident que c'est important pour les musulmans, pas pour moi, mais pour les musulmans, dans leur vie, dans leur pensée. Pour moi, c'est important comme objet d'analyse, mais pas pour ma vie, au moins, concrète. Et en plus, la partie de la révélation d'un Dieu, on peut critiquer. Mais les Barouillas, ils ont une révélation, puisque l'ancêtre des Barouillas, paraît-il, le Barouilla Quarandaria qui a reçu les Quaimatniers, c'est le soleil qui lui a donné. Pourquoi veux-tu que je croie à ce qu'il croit? Donc les anthropologues et les sciences sociales ont la capacité de voir si les gens font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Et ensuite, quand ils font des choses, on peut voir la dimension imaginaire de ce qu'ils font. Si tu agis sur ton corps en te coupant le pénis, subincision du pénis, circoncision comme font les aborigènes australiens, tu splashes ton sang là, sur tes cuisses et tu participes à des rituels de fertilité. Donc paraît-il, tu es co-responsable avec la nature de ce que les plantes vont pousser, les animaux chassés vont se multiplier. Bon, on n'a jamais vu le sang d'un pénis produire des kangourous. Hein. Mais pour les gens, c'est comme ça. Donc il est très temps de reprendre le chantier qui était ouvert sur l'imaginaire et le symbolique, qui était un grand progrès aussi, contre le behaviorisme, tous ces trucs-là qui étaient d'un matérialisme vulgaire et impossible, quoi. Donc on va vers des sciences sociales plus complètes et plus complexes. Et donc la situation dans laquelle nous vivons, je prétends que c'est une crise positive. Alors que beaucoup de gens réagissent comme si c'était un désastre et qu'il faut se replier sur soi-même, sur son terrain, aller en Amazonie, écrire ses livres, ne pas entrer dans des débats. Si tu veux influencer les hommes politiques qui, eux, ont le pouvoir, il faut discuter publiquement et entrer en communication avec eux. Lorsque j'ai écrit mon livre, quand même, on m'a invité à l'Assemblée nationale à être auditionné pour expliquer qu'est-ce que je pensais du mariage homosexuel, qu'est-ce que je pensais des mères porteuses, une femme qui porte un enfant pour une autre femme et tout ça. Donc là, j'ai essayé d'expliquer clairement, dans une langue française accessible à tous, que c'était normal, que l'évolution européenne est claire depuis le XIXe siècle. L'enfant, le statut de l'enfant, le désir d'enfant est tout à fait moderne. Et que l'homosexualité est devenue une sexualité normale, autre mais normale, dédiabolisée et dépathologisée. Et donc on peut avoir des homosexuels qui ont un désir d'enfant. Sexualité autre mais normale, désir d'enfant que partagent tous les Européens. On voit à Noël, comme j'ai dit à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites à Noël, messieurs les députés, mesdames? Vous accumulez des cadeaux au pied de l'arbre si vous avez un arbre. Pour qui c'est? Pour l'enfant ou pour vous? Qu'est-ce que vous faites ça? Vous vous récompensez vous-même d'avoir un enfant. C'est ça le désir moderne d'enfant.
C'est pas le désir du paysan qui avait 8 enfants pour travailler dans les champs. C'est une autre valeur de l'enfant, les droits de l'homme, le droit de la personne et tout. Là. Ça a complètement changé depuis 2 siècles. Donc, je leur ai expliqué que c'était normal dans l'histoire occidentale, mais pas dans l'histoire islamique, puisque tu lapides les homosexuels. Tu vas pas voir demain les musulmans accepter le mariage entre 2 hommes. C'est pas possible. Culturellement, peut-être dans 2 siècles. Mais c'est pas le problème majeur, d'ailleurs. Alors, tu sais, quand tu fais ça, je crois qu'il faut aussi arriver sur un problème. Les anthropologues, comme les sciences sociales, en tout cas en France, sont coupés du monde politique. Sont coupés des gens qui ont des décisions à prendre. Qui font pas un très grand effort pour se faire connaître ou faire connaître leurs résultats. Dès qu'il y a eu le Twin Towers, tous les spécialistes de l'islam étaient convoqués au ministère des Affaires étrangères. Keppel, Olivier Roy, tous les jours, là. Ils sont devenus très riches. Leurs bouquins se vendent par milliers. Donc, on a une capacité d'influence. C'est sûr. Pour ça, il faut être prêt quand même à dialoguer avec les gens et pas rester le nez dans son université. Ou bien, bon. En même temps, les médias ont pris la place des intellectuels. Autrefois, on pouvait interviewer Sartre. Maintenant, on a Finkielkraut, c'est quoi? C'est rien du tout, là. Et on a surtout des intervieweurs, des journalistes qui prennent la parole, posent des questions sur l'homosexualité, font les réponses. Il y a tout un 4e pouvoir qui a pris la place de l'intellectuel comme Voltaire, qui s'adressait au roi et puis était foutu en tôle selon ses réponses, ou selon ses questions. Pas pour longtemps d'ailleurs. Alors donc, tu vois, moi je suis dans une situation de vouloir maintenant, à 73 ans, écrire un livre clair, les méthodes, les limites, le noyau de rationalité, l'urgence, l'importance des sciences sociales, en partant seulement de la science que je connais le mieux, ma discipline, quoi, l'anthropologie, et en étant fortement critique et de certains résultats que j'ai partagés comme des axiomes. La famille, la parenté, c'est dans les sociétés primitives le fondement de la société. Tous les jeunes gens qui ont fait des études ont dit que chez les primitifs, la parenté était dominante. Je te dis non. C'est toujours des rapports politico-religieux. Regarde, moi j'arrive chez les gens, je vois rien d'autre que des clans. Donc pendant les premiers mois et pendant peut-être plusieurs années, j'étais fier d'être tombé dans une vraie société primitive, puisqu'il y avait que des clans. Des conquérants et des conquis, mais bon. Alors donc j'étais dans la kin-based society, une société fondée sur des groupes de parenté. Il a fallu des années pour que je reprenne mes notes, que je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Et comme j'avais fait les généalogies de tous les Barouillas, pas un seul ne m'a manqué peut-être. J'ai vu que personne n'était lié à tout le monde. Il n'y avait aucun individu, aucun clan qui soit lié à tous pendant chaque génération. Ça n'existait pas. Ils étaient liés, un clan, à travers ses membres, à 6, 7 autres clans, mais jamais un clan n'était lié aux 14 autres. Pourquoi? Alors donc ça ne pouvait pas faire la société. Donc la parenté ne pouvait pas être la base commune, le rassemblement. Après, comme moi je suis spécialiste d'économie, j'avais fait 2 ans de relevé économique, tout ça énorme. J'ai vu que matériellement, un clan n'avait pas besoin des autres clans pour se reproduire matériellement. Il produisait pour lui-même beaucoup, un surplus pour aller échanger avec les tribus voisines, ce que dans la tribu on ne produit pas. Donc il y avait une économie régionale, du global aussi, quoi. Mais tu ne pouvais pas dire que tous les clans avaient besoin des autres pour vivre matériellement. C'était donc, pour dire comme Marx, le mode de production n'était pas une base commune pour faire une société commune. Donc j'avais vécu là, j'avais mes idées et tout. Il a fallu des années pour que je m'interroge, est-ce que j'ai le droit d'avoir écrit ça, quoi?
Je suis un des seuls anthropologues français qui lit tant d'Américains. Hein. Je dis, moi j'ai une... Donc je suis au courant de ce qui se passe là-bas. Je vois ensuite que c'est reproduit en Suède et tout ça, car ça se diffuse en Allemagne et tout ça. Bon. C'est le lieu un des lieux les plus intéressants de la critique. Et en plus, je sais que c'est les Français, Foucault, qui ont alimenté cette racine critique. Donc je m'intéresse à l'histoire de ma discipline. Et comme c'était des attaques permanentes, des coups dans la gueule, les anthropologues... Il y a un petit Français qui s'appelle Bensa, qui vient de sortir un torchon, un livre dégoûtant, dans lequel il met en question les anthropologues comme incapables. Enfin, il se fait démagogue auprès de Tjibaou et tout ça, alors qu'il n'a jamais conduit aucune révolution. Hein. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oui, alors prenons au sérieux toutes ces critiques. Tu vois? Voilà un peu la réponse à ta question. Prenons au sérieux toutes ces critiques. Il m'accuse de n'avoir aucune autorité dans mes textes parce que j'aurais inventé une fiction sur le Barouya. Flag. Bon. Il m'accuse que si tu mets des qualités littéraires pour la production des grands hommes, c'est quand même un prix d'Académie française de bouquins, je suis donc dans la textualité littéraire. Bon, prenons ça dans la gueule, hein. Mais il y a aussi ce chemin parallèle, quoi, tout seul, 10 ans sur la parenté. Je sentais qu'il y avait un trou dans... Depuis très longtemps, je savais qu'il y avait des failles dans Lévi-Strauss, qu'il y avait un morceau dur et puis un truc qui tenait pas le bout, quoi. Et autour de moi, comme c'est tous des disciples de Lévi-Strauss, c'était... Tu n'osais même pas. Moi, j'étais le seul à poser des questions. François Héritier, c'était béni, oui, oui. La parenté, c'est l'échange des femmes entre les hommes pour les hommes par les hommes. Lui, on n'avait pas le droit de toucher à ça. Je savais que ça n'allait pas. Quoi. Je connaissais des cas où ça n'était pas comme ça. Et là, c'est 10 ans vraiment, j'ai fait chier la famille. Hein. 10 ans, des dizaines, je crois, tu as vu ma bibliographie, je crois qu'il y a 600 titres. Enfin, il y en a 250 et j'en ai retiré 300 au moins. Parce que m'a dit, t'es fou, non. Ton bouquin, il fait déjà trop long, alors, Sophie. Donc, je me suis plongé dans des centaines d'articles. J'ai passé 2 ans à Berlin, où j'avais tous les livres que je voulais, tout ça. Et petit à petit, quelle nuit, petit à petit, la complexité des systèmes, ce qu'on savait pas, les problèmes, je les voyais apparaître, bon, tout ça. Qu'est-ce qu'avait fait Lévi-Strauss pour ça? Qu'est-ce qu'avait fait un autre, tout ça. Et petit à petit, alors, il y a eu ce choix que j'ai fait d'interroger une pièce qu'on ne mettait jamais, mais que les féministes nous avaient fait voir. Comment fait-on un enfant? Parce que c'est là qu'il y avait un enjeu homme-femme. Cette pièce manquait dans Lévi-Strauss complètement, dans la plupart. Là. Déjà, j'ai... Plusieurs, oui. Oui, plusieurs, oui. Donc là, c'est pas les féministes, c'est pas les postmodernistes, mais les féministes ont joué un grand rôle dans l'anthropologie. C'est un très très grand rôle. On peut aller maintenant penser que c'était des excès, comme Judith Butler et tout ça, que le genre est entièrement une construction historique, que les femmes, c'est une invention de l'homme, si on peut dire. Bon, ok. Mais quand même, les femmes ont une vulve, tu vois, ça, c'est pas pareil qu'un pénis. Bon, passons là-dessus. Donc, on transforme, on construit sur un sexe quand même. Bon, passons.